Bon, ok les amis, j'espère que vous êtes tous très bien. Bon, seconde et dernière partie de ma collection de Funko Pop de l'univers d'ici. Du coup, donc voilà, avec les produits dérivés, on va dire, de ces personnages-là, pour vous indiquer, vous donner envie de lire les comics en question et de voir les films en question de ces personnages-là. Donc, on passe à la partie antagoniste. Pardon, excusez-moi, c'est ma chaise qui grince. Je vais fermer la fenêtre, voilà. Bah, c'est quand même bien quand il y a des gamins qui ferment leur gueule, hein. Bon, alors, on a Sinestro, le fameux Corgarien, le chef des Yellow Lantern de l'univers Green Lantern, pour ceux qui connaissent bien. Donc, voilà. Pour vous expliquer, c'est pourquoi il est en bleu Sinestro alors que d'habitude il est en jaune. Bah, c'est parce que, en fait, j'ai reçu ça à Noël, cette Funko Pop exclusif spécial 100 ans de la Warner Bros. Pendant que la Warner Bros fêtait ses 100 ans en 2023, sacré anniversaire avec les films de merde qu'on a eu. Donc voilà, pour certains qu'on vise comme The Flash, objectivement parlant. Donc on a Sinestro. Et on reprend le Sinestro du modèle des comics, où il fait une apparition dans une série de comics assez connue de Geoff Jones, c'est la Sinestro War. La guerre de Sinestro et la guerre des Yellow Lanterns dans les comics de Green Lantern de chez DC. Et on voit carrément le logo, pour bien marquer que c'est dans la licence Green Lantern. Et c'est bien sûr un personnage qui est apparu surtout dans le Silver Age, dans la période des années 50-60, dans ces comics-là assez kitsch et assez enfantin, et assez infantile même, carrément pour dire. Je suis pas là pour revenir sur le débat, mais pour ceux qui ont vu mes critiques sur Superman et DC savent de quoi je parle. Et pour ceux qui savent pas, bah, je vous invite à aller voir mes vidéos sur la chaîne YouTube. Donc voilà. Hop, désolé pour la chaise qui grince, ça me casse aussi les couilles. Donc on a ce personnage-là, et Sinestro, on va y regarder ces petits détails. C'est intéressant parce que là, il est entouré de flammes, voilà, de flammes jaunes. Il fait même une construction d'arc avec des flèches. Donc voilà. Là, si on peut voir la texture, les contours blancs et vraiment les espèces de pointures, on va dire, sur son col bleu. Quand il est en bleu, Sinestro, c'est que ça veut signifier la peur bleue, quoi. C'est, comment dire, avoir la peur bleue, c'est l'expression parfaite. Une sorte de beaucoup d'anachronisme, pas d'anachronisme, mais beaucoup euh, de faits, de mots et de manières de parler, de manières de penser, de manières d'expression, on va dire, qui sont utilisés dans la mythologie, dans le quotidien, pour rendre plus crédible et plus proche, on va dire, des personnages en question qui sont adaptés dans les comics et qui sont créés dans les comics pour donner un aspect, comment dire, plus mythologique et plus pas autant authentique, mais comment dire exactement. Le terme exact, je dirais que c'est euh, pas crédible non plus, mais je pense que si vous trouvez les mots en question pour compléter ce que je veux dire, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc on voit bien la petite moustache de Sinestro pour bien montrer le côté fourbe du personnage. Et on voit que la tête tourne. Voilà. Je pense, et d'ailleurs ça je l'ai pas montré, mais la tête tourne aussi chez les autres. Excusez-moi pour les caméras, pardon, j'ai tapé dessus. Hop là. Pour Batman aussi. J'ai dû le montrer rapidement, mais voilà. Et on voit bien les yeux blancs et les sourcils qui sont froncés sous les plis du masque, justement, pour montrer justement le caractère et pour être, comment dire, accessible et, comment dire, être, comment dire, pour que ça colle carrément au profil de Ben Affleck, enfin du personnage de Ben Affleck. Donc voilà, Wonder Man, ça bouge pas trop. Les deux autres là, hein. Du coup, on a un Batman qui tourne la tête comme ça. Green Lantern, voilà. Donc voilà. On a globalement des personnages à qui on peut bien faire tourner la tête. Donc voilà. Donc voilà. Je pense que le mot que je cherchais c'était allégorie. Voilà, beaucoup d'allégories sur les expressions, sur la mythologie, qui sont réutilisées dans le mythe des super-héros. Et donc voilà. Je pense que ce terme allégorie en termes de réplique, en termes de vocabulaire et d'aspect, on va dire, du monde quotidien et de la mythologie, enfin, comment dire, de l'inconscient collectif, j'ai envie de te dire. Enfin, pas de l'inconscient collectif, mais dans l'imaginaire collectif, c'est ça que je veux dire. Donc, il y a beaucoup d'aspects comme ça qu'on peut retrouver. Et donc, pour Sinestro, euh, pour ceux qui sont encore timides pour commencer les comics Green Lantern, moi, ce que je peux vous conseiller déjà, c'est commencer par. Bon, c'est un vieux fascicule, mais je pense que si vous allez dans des boutiques spécialisées de comics, vous trouverez facilement. Donc voilà.
Déjà, ça commence par ce Green Lantern Saga. Ça, c'est la dernière série, mais voilà. Mais on peut trouver facilement, on va dire, dans le comics numéro dans le comics numéro 58, Green Lantern, La Flamme de l'Espoir, de Geoff Jones et de Don Mankey, qui date de novembre 2010, on peut facilement trouver, justement, Sinestro qui fait une apparition, et dont le personnage est suffisamment bien montré, avec d'autres antagonistes de Green Lantern. Sinestro qui est juste là, en jaune, avec ce côté fourbe et supérieur, qui se croit, comment dire, supérieur, et qui a du mépris pour les plus faibles que lui. Donc voilà un comics qu'on peut retrouver du coup chez Urban Comics, et je pense qu'il faut refondre des reventes de ces personnages-là, et enfin de ces comics-là avec ces personnages-là. Suffit de bien chercher. Et d'ailleurs, si vous voulez encore plus de Sinestro, genre un Sinestro qui est un peu repenti, qui redevient Green Lantern, parce qu'il faut savoir que le personnage de Sinestro était un ancien Green Lantern. Vous avez par exemple la série Sinestro Green Lantern de Geoff Jones et de Don Mankey, où voilà, et c'est un peu une sorte de personnage renégat. Et là, c'est la deuxième partie. Bon, j'ai pas trouvé la première partie, enfin, je l'ai pas encore acheté, ou je l'ai pas lu, mais ça me dérange pas trop que ça, pas tant que ça finalement. Donc voilà, il est dans la série Sinestro, et justement, il est aussi dans cette collection Green Lantern Saga. Mais vous avez justement un numéro Green Lantern Sinestro avec la compilation de ses premières histoires sur cette série-là, justement, dont je viens de vous parler. Donc voilà. Maintenant, les trois petits derniers. Ah oui, excusez-moi, j'allais juste oublier que... Voilà. Et si vous voulez en savoir plus sur Sinestro, sur comment il était en tant que Green Lantern, et non, je ne suis pas en train du tout de vous conseiller le film Green Lantern de 2011 de Ryan Reynolds, malgré sa scène post-générique où Sinestro devient un Yellow Lantern, et devient le premier Yellow Lantern, bah, regardez plutôt Les Chevaliers de l'Émeraude, ce film d'animation, qui est pas vraiment non plus pour les enfants, mais qui est plus jeune, adolescent, et pour adolescents, et avec des dessins magnifiques et une animation de dingue, mais genre littéralement, avec une fluidité des lumières, des couleurs qui pètent de partout, une musique terriblement épique, et en fait qui relate littéralement plusieurs histoires de plusieurs membres du corps des Green Lantern, dont Sinestro, dont Kilowog, qui est l'instructeur en chef des jeunes recrues dans le Green Lantern Corps, c'est-à-dire ce rassemblement policier, on va dire, de plusieurs espèces extraterrestres qui ont cette tenue des Green Lanterns, c'est-à-dire qui protègent l'univers par plusieurs secteurs ce qu'on appelle des secteurs, et des secteurs de systèmes qui regroupent, on va dire, plusieurs systèmes solaires dans l'univers, pardon. Et en fait, c'est des personnages avec plusieurs extraterrestres qui sont recrutés pour leur courage et pour leur volonté, grâce à un anneau magique en verre qui leur permet de faire des constructions et de faire absolument ce qu'ils veulent par la pensée, tout simplement, par le pouvoir de la volonté. Et le principal personnage de cet univers-là, c'est Hal Jordan, le plus grand des Green Lanterns. Ça, en gros, c'était la mythologie Green Lantern pour les nuls, pour vous expliquer en gros. J'espère que je me serais bien exprimé. Donc, bon, bien sûr, juste pour préciser, lui, c'est Abin Sur qui est le Green Lantern mort qui a, comment dire, confié l'anneau magique à Hal Jordan pour que Hal Jordan devienne le plus grand des Green Lanterns. Donc voilà, en gros, grosso merdo, les origines d'Hal Jordan et l'origine story des Green Lanterns. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à ce personnage-là, le Général Zod. Le Général Zod, qui est un personnage assez machiavélique, redoutable et terrifiant, et assez possédé dans sa malveillance et dans son envie de chaos absolu. On peut voir les quelques détails de son armure de Man of Steel, et après je vous conseillerai les films en question où il apparaît. Il a une sorte de fourrure un peu métallique, avec un peu une sorte de cape un peu métallique et en fourrure, avec des épaulettes, quand on voit les détails. Même si c'est très léger, les détails des pop, faut pas croire. Même si c'est assez réussi pour des trucs comme ça, avec des grosses sets comme ça, c'est assez... ça m'a toujours fasciné dans ces figurines-là. Donc voilà, grosso merdo, un personnage qui a beaucoup d'importance par rapport à l'évolution de Kal-El, de Superman, de ce Superman-là, de Zack Snyder, et de Supergirl aussi, puisque ce Zod-là, ce fameux Général Zod, apparaît dans le El Famoso Man of Steel. Vous savez à quel point sur la chaîne, pour ceux qui me suivent, je suis un énorme fanboy de Man of Steel, que c'est mon film Superman préféré, si ce n'est même mon film DC préféré, et que je préfère même carrément plus Superman à Batman, j'ose le dire clairement, sur beaucoup d'aspects. Donc voilà, Superman qui a un énorme impact énorme sur la pop culture et dans le cinéma, surtout avec ce film-là pour moi. Et en termes
d'impact visuel et de tout en fait dans ce film-là. Tout marche dans ce film-là pour vous dire. Et bon, clairement, même si c'est pas forcément le film le plus respectueux des comics, et que Superman Returns est un film largement plus respectueux des comics et autant du grand public, là c'est plus un film grand public Superman Man of Steel. Mais voilà. Et après, et disons que Zod fait des destructions massives et il a un énorme impact sur l'évolution de Kal-El, enfin de Superman dans ce film-là, et beaucoup d'impact vraiment assez désastreux, et c'est un ennemi assez redoutable, quoi. Et assez intime de Clark Kent. En Superman, attention. Donc voilà. Et aussi, bien sûr, le Général Zod, on peut le retrouver dans ce film The Flash, même si clairement The Flash a fait beaucoup de trahison par rapport à l'univers de DC, même s'il y a un respect, mais même si malgré tout, tu vois, dans ce film-là, il y a un énorme respect de la mythologie des Kryptoniens, sauf à certains détails, on va dire, par rapport aux Kryptoniens qui sont devant le Soleil jaune et qui n'ont pas forcément les pouvoirs pour certains d'entre eux, tu vois. Alors que tu as Zod et ses complices à lui qui, quand ils sont devant le Soleil jaune et qu'ils ont les pouvoirs, bah voilà, et que les autres ils les ont pas, alors que normalement un Kryptonien quand il a le Soleil jaune devant lui, bah il a tous les pouvoirs possibles comme Superman, donc grosse incohérence par rapport à beaucoup d'aspects, mais malgré tout, pour ce qui est du lore et de la nostalgie Man of Steel, c'est assez respectueux et c'est assez fun là-dessus, et j'ai beaucoup aimé ça. Ensuite, on a El Famoso Joker. On a El Famoso Joker. Et d'ailleurs aussi pour Superman, excusez-moi, j'ai oublié un truc sur Superman. Euh, il y a aussi un comics très important qui est apparu en même temps que Man of Steel, où il y avait Zod justement. Un comics que je vais vous montrer là. Donc voilà, un comics Superman qui s'appelle Superman Unchained. J'avais fait il y a un moment déjà une synthèse des 5 meilleurs comics Superman que j'ai pu lire dans ma vie. Donc on a ce Superman Unchained qui est vraiment exceptionnel, qui est assez bourrin et qui est assez spectaculaire dans l'action, par rapport à un Superman avec un côté bien bourrin et tout, avec le dessin de Jim Lee et scénarisé par l'excellentissime Scott Snyder, hein, qui a déjà aussi travaillé sur Batman, la cour des hiboux. Là je parle de Scott Snyder, le scénariste. Donc voilà, avec des planches assez magnifiques, comme, comme je dirais là par exemple, où c'est assez impactant et assez coloré, avec beaucoup de détails réalistes, une colorimétrie assez crédible, tu vois, et avec des détails sur les mouvements et les muscles et sur les dessins et les couleurs, assez magnifiques. Donc voilà, Superman Unchained, si vous avez l'occasion, lisez ce comics-là. Si vraiment Superman de James Gunn vous a donné envie de lire des comics, bah attaquez-vous à Superman Unchained qui, certes, revient pas forcément aux bases de Superman, enfin plus ou moins, mais est assez respectueux du personnage avec un nouveau tournant sur son évolution et un nouveau tournant sur son impact dans le monde de DC en fait. Donc voilà, à lire absolument. Et donc, on va passer maintenant au Joker de Jack Nicholson, le fameux Joker de Jack Nicholson de Batman de Tim Burton de 1989. Film culte par excellence, apprécié par tellement de fans, si ce n'est que voilà, les fans de Batman, pour beaucoup, c'est leur film Batman préféré. Et je rappelle que c'est ce personnage-là et ce film-là, de 89, je tiens juste à le rappeler, qui ont inspiré justement beaucoup d'aspects de la série de Bruce Timm de 1992, de la série animée de Batman. Donc voilà, excellent film, excellent chef-d'œuvre, tout ça. Et carrément Oscar des meilleurs décors, donc c'est pas rien. Donc un film légendaire qui a révélé Michael Keaton avec le rôle de Batman. Donc pour vous dire, film culte par excellence. Et pour moi, c'est mon Joker préféré parce que c'est un personnage qui est, en fait, je vais le dire franchement, est plus respectueux des comics et qui a vraiment un côté machiavélique, cruel et vraiment sadique. Tout ça dans l'humour et dans le troll absolu. Jack Nicholson l'a joué à la perfection. Ce mec-là est rentré dans la légende pour moi. Nicholson, c'est un génie. On peut dire qu'il a fait des choses pas très bien dans les tournages, forcément, pour jouer ses personnages. Enfin, forcément. Non, pas forcément. Enfin, malheureusement, il l'a fait. C'était assez condamnable, pardon. Mais franchement, en tant qu'acteur, en tant qu'artiste, c'est un mec vraiment respectable, Nicholson. Et ce qu'il a apporté son personnage dans la pop culture, enfin, sa version du Joker, c'est assez incroyable. Bon, je viens juste que je viens de. Voilà, je remets juste le Batman. Excusez-moi. Et on voit que le Batman en question de Ben Affleck, juste une parenthèse, il est entre le noir, le bleu très foncé et le gris, quoi. Mais bon, c'est Batman, quoi. Donc voilà.
Et pour ceux qui ne comprendraient pas pourquoi Batman est en gris et pas tout en noir, bah, c'est parce que Batman, c'était par rapport aux ancrages par rapport au personnage, par rapport à l'époque et par rapport à l'encre de ce qu'il y avait comme dessin quand les dessinateurs de comics s'attaquaient justement au personnage. C'était pour, comment dire, pour pas jouer sur la couleur. C'était pas pour faire le chevauchement des couleurs. Ce qui fait que voilà, ça explique beaucoup d'aspects de ce design-là, quoi. Mais pour ceux qui connaissent absolument rien en Batman, lisez Batman Silence ou Batman Hush en anglais. Parce que de Jim Lee et de Jeff Loeb, c'est un comics assez légendaire qui t'introduit directement le plus facilement possible à l'univers Batman. Là, il y a tout le lore de Batman, il y a tous les ennemis possibles de Batman, il y a tous les personnages qui sont reliés directement à Batman, à Bruce Wayne direct, tu vois, avec des planches incroyables de Jim Lee. Là, pour moi, c'est le meilleur dessin du Joker, dessiné par Jim Lee. Littéralement, un Joker machiavélique, clownesque, qui est assez sadique, assez dérangé, littéralement. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre comme planche? Il y a aussi beaucoup de lore de l'univers d'ici, pour les fans. On a un Killer Croc absolument magnifique qui change un peu d'habitude dans les autres comics et dans les autres adaptations, mais archi stylé, assez monstrueux. Vraiment une bête infernale. Donc à avoir dans sa collection, Batman Hush, Batman Silence. Ça c'est dans l'édition Nomade. C'est ça, dans l'édition DC Urban Nomade. Donc à voir absolument. Donc, et le dernier que je vais aborder, il était temps que j'arrête de bafouiller et de dire des choses que personne ne comprenait, tu vois. Donc voilà, on a enfin ma dernière Funko Pop, dont j'ai aussi perdu la boîte, comme Wonder Woman, Black Manta. Pour vous expliquer, voilà. En fait, j'avais demandé ce truc-là à Noël avant d'aller voir le film Aquaman 2, alors que je pensais qu'Aquaman 2 allait être de la grosse merde. Mais j'ai eu comment dire, un truc qui m'a blessé dans ma vie privée, ce qui fait que j'étais tellement dégoûté que je voulais absolument voir Aquaman 2. Et putain, mon gars, Aquaman 2, excellente surprise. Le Aquaman et le Royaume perdu, excellente surprise. Je m'attendais pas à voir ça. Je m'attendais à la même caricature que le premier film de James Wan, mais là, bon, si, bien sûr, bon, pour ceux qui ont reconnu la figurine, si ça s'est cassé, c'est parce que voilà, ça a pas tenu, mais faut savoir un truc, c'est que là, c'est la première lame, là, c'est la seconde lame, l'espèce de trident, et en fait, Black Manta, dans le film, dans le Royaume perdu que je vous montre là, justement, ah bah, faut savoir un truc, c'est que faut pas oublier un truc, c'est que Black Manta, bah, il a certes un trident, mais il peut le couper en deux, quoi. Il peut s'en servir comme deux lames différentes. Faut pas l'oublier, ça, pour ceux qui ont vu le film. Donc, j'ai l'excuse par rapport au fait que ma figurine soit un peu cassée. Mais excellent film. Déjà, si vous n'avez pas vu le premier film, c'est pas très grave pour la compréhension parce que tout est résumé au début du film. Après, c'est assez fun, c'est assez brouhaha, c'est assez rigolo. C'est un gros nanar ce film-là, attention. Mais c'est assez beau visuellement, c'est assez spectaculaire, c'est épique même dans la musique, tu vois. Et avec Black Manta, même malgré ce que peuvent dire beaucoup, c'est que Black Manta, je l'ai trouvé bien utilisé. C'est un bon méchant avec un bon charisme, avec un impact vraiment énorme dans l'intrigue, tu vois. Et le fait qu'ils aient repris le costume des années 60 du Silver Age, et bah, en le rendant crédible comme ça, et bah, franchement, sans le côté armure à la Power Rangers du premier film, reprendre le costume de base original, bah, j'ai vachement kiffé. Voilà, j'ai vraiment vachement kiffé cet aspect-là du personnage. Déjà que Black Manta, si ce n'est dans mon top 3 des méchants préférés de DC, mais malheureusement, il est largement sous-coté, hein. On dit le Joker, on dit Lex Luthor, mais Black Manta, c'est un tueur, c'est vraiment un assassin hors pair qui peut quand même s'adapter à l'environnement le plus hostile de la Terre, c'est-à-dire l'océan, quoi. Tu vois. Et il a quand même affronté Aquaman, donc c'est pas rien. Et il a les couilles nécessaires, tu vois, d'avoir un costume vraiment développé pour aller dans l'eau, tout ça, et balancer des rayons laser par ses gros yeux, tu vois. C'est assez impressionnant par rapport à ce personnage-là. On se fout souvent de sa gueule par rapport à sa gueule, on va dire, d'ampoule. Mais quand tu connais le concept du comics et du personnage et quand tu mets ça hors de côté, c'est vraiment un personnage qui a de l'impact, quoi. Et quand tu le rends sérieux et crédible comme ça, surtout dans un comics qui s'appelle Aquaman de Geoff Jones et de Ivan Reis, tu vois, dans ce comics-là, je peux te dire, le frérot, il ressemble à un personnage qui est assez bestial, assez monstrueux, quoi. Et assez inquiétant. Quand tu vois sa lumière rouge cinglante comme ça, tu sens que t'as pas intérêt à le faire chier.
tu sens que tu devrais pas le faire chier, vraiment. Et pour te dire à quel point c'est un personnage assez compétent, regardez carrément ce qu'il fait à ce pauvre homme. Un tueur hors pair qui est là pour l'émission, mais voilà quoi. Et son seul but, c'est de tuer Aquaman parce que, disons qu'Aquaman, il est indirectement lié à la mort de son père dans les comics, c'est que dans le film de 2018, le premier film Aquaman, disons que c'est entre deux, on va dire. Donc voilà. Bah les amis, je pense que je vous ai fait la description complète de toute ma collection de chez DC pour ce qui est des Funko Pop. Je vous ai montré les différents produits dérivés que vous pouviez aller voir justement pour mieux connaître ces personnages et mieux les apprécier tout simplement si vous en avez envie. Et si jamais vous avez envie de proposer ça à un ami et de lui dire il y a tel truc, voilà, si jamais ça t'intéresse. Donc voilà, j'ai fini là-dessus. Donc voilà, merci à tous de m'avoir regardé, c'était Rafi. Peut-être que je ferai la prochaine fois sur le reste de ma collection une autre partie des Funko Pop que j'ai, sur d'autres licences. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, si jamais. Donc j'attendrai vos commentaires et vos retours. Parce que putain, comme je l'ai dit, je vais me ressourcer vers d'autres projets à côté. Et que bon, là c'est exceptionnel parce que c'est une idée que j'avais popée dans ma tête et que voilà, je voulais faire un truc intéressant et sympathique et assez original. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. C'était Rafi, prenez tout soin de vous. À la prochaine, salut.